Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 17 août 2024 avec comme titre principal, bien évidemment, la grande offensive sur Koursk qui, les jours passant, devient de plus en plus grande. Donc là, les chiffres ont été très largement gonflés par rapport au premier jour, c'est-à-dire au mardi 6 août. Alors là, ça a bien été confirmé, on le verra dans le journal New York Times, que Gerasimov n'avait pas dit n'importe quoi quand il avait annoncé les 1000 hommes environ qui avaient pénétré sur le territoire russe. En fait, on apprend qu'il y avait eu une autre annonce précédente où on parlait, où le Kremlin parlait de 300 hommes. Donc c'est passé à 1000 hommes et bien évidemment, comme je vous l'avais dit samedi dernier, le 10 août, je vous avais dit que bien sûr c'était un nombre d'hommes à l'instant T au moment où la grande offensive ukrainienne commençait, au moment où les hommes pénétraient sur Koursk. Donc il était normal que Gerasimov, qui lui donnait un rapport du 6 août, que c'était si peu. Hein, parce que lui, quand il a donné son rapport officiel, bien évidemment, il avait su l'information des heures et des heures auparavant, voire même la veille, c'est-à-dire le 5 août, bien évidemment. Donc d'où le fait qu'il ait donné un chiffre si bas. Alors maintenant, on ne connaît pas le nombre de l'armée ukrainienne qui est présentement en Russie. Les chiffres varient énormément. Là, nous avions eu Forbes au 6 août qui disait que d'après eux, il y aurait peut-être 10 000 hommes. Là, un article de Forbes beaucoup plus récent dit qu'il y a au moins 6 000 hommes en Russie, et peut-être, et encore une fois, ils reviennent sur leurs 10 000 hommes. Alors je vous montrerai tout ça, bien sûr, au niveau des articles. En gros, personne ne sait combien il y a réellement d'hommes en Ukraine, et c'est bien normal, car comment les compter? Cela ne peut être qu'une estimation. Il y a même un commandant russe qui dit que présentement, il y a 12 000 hommes ukrainiens à Koursk. Donc vous voyez, ça varie énormément, puis sans compter les blogueurs qui donnent aussi leurs chiffres, hein. Donc ça varie de 6 000, 7 000, 8 000. Quoi, tout le monde donne son chiffre. Donc inutile de donner un chiffre. Moi, je serais incapable de vous dire, même d'après moi, je n'oserais même pas vous donner un chiffre. Personne ne sait. Donc à part Kiev, mais personne ne sait exactement combien il y a d'hommes à Koursk. Par contre, une chose est sûre, depuis le 6 août, il y a beaucoup plus d'Ukrainiens à Koursk maintenant qu'au 6 août, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Donc ça rejoint exactement ce que je vous disais samedi dernier, puisque samedi dernier, je vous avais dit qu'il y avait un flux très important d'hommes de l'Ukraine vers Koursk. Et il y en a toujours qui arrivent perpétuellement sur Koursk aux dernières nouvelles. Alors évidemment, ça varie selon les jours. Alors que s'est-il passé parce que là, on y voit beaucoup plus clair. Maintenant que la poussière est retombée, on y voit beaucoup plus clair, bien évidemment. Alors, bien sûr, ça ne change pas quand même ce que je vous disais le samedi 10 août, c'est-à-dire que c'est une opération purement de communication qui est vaine dès le début. Elle ne peut pas fonctionner, cette opération ukrainienne, et c'était de toute manière impossible. Je rappelle qu'il y a toujours aucun appui aérien. Bref, rien n'a changé pour le résultat. Par contre, bien évidemment, on peut en faire une analyse un petit peu plus poussée. Alors, avant que je continue,
Pour rappel, je vous montre quand même la conclusion de Forbes d'un analyste de guerre finlandais. Donc, je vous montre ça tout de suite, histoire de couper court à tout suspense. Donc là, c'est la conclusion de l'article que je vous avais montré samedi dernier. Donc conclusion d'un article de Forbes du 6 août. Donc on a un Johnny Askola, un analyste finlandais, qui a fait toute son analyse sur tout cet article et qui nous dit à la fin: l'Ukraine aurait pu renforcer sa position sur le front plus tôt, donc là il parle du Donbass, en réduisant les pertes territoriales, en mobilisant davantage de troupes, une réalité indéniable, a ajouté Askola. De plus, de nombreuses unités manquent d'infanterie et l'Ukraine manque d'unités au front et en réserve. Dans ce contexte, il est impardonnable pour un commandant ukrainien ou pro-ukrainien de gaspiller des vies dans un raid qui, au mieux, n'a qu'une valeur de propagande éphémère. Ces centaines de légionnaires devraient se défendre à l'est au lieu de s'aventurer dans le nord. Voilà, donc ça c'était ce que disait Forbes, et c'était un constat absolument terrible que je partage totalement, bien évidemment. Alors que peut-on dire sur cette grande offensive? Eh bien, c'est une grande offensive qui cherche à percer le plus loin possible, bien évidemment, à l'image de la grande offensive ratée dans l'oblast de Zaporozhye, qui a commencé à Rabotino, puis ensuite qui devait piquer sur Tokmak, ensuite sur Melitopol et enfin sur la mer d'Azov. Sauf que l'année dernière, l'été dernier, quand ils ont fait cette grande offensive, ils ont buté sur les lignes de Sourovikine. Et là, au nord, à Kursk, il n'y avait quasiment pas de défense. Il y avait quelques dents de dragon, des petites tranchées, mais quasiment rien, quoi. Des conscrits. Bon, il y avait quand même quelques chars, il y avait quand même des hélicoptères de combat, mais en très petit nombre. Donc presque rien. Alors, avant de continuer sur l'analyse militaire, je tenais à rappeler un point très important que j'avais dit samedi dernier, 10 août, c'était que une de mes sources importantes, Alexander Mercuris, avait un contact à Moscou qui serait lié au gouvernement russe et, d'après Alexander Mercuris, lui dit avoir reçu un courriel 2 mois avant le 6 août, je dis bien 2 mois avant le 6 août, et ce courriel de ce contact à Moscou lui a dit qu'il y aurait une grande offensive ukrainienne, très probable, sur Kursk, parce que le gouvernement russe avait sciemment affaibli la frontière à Kursk afin, on va dire, d'appâter l'armée ukrainienne afin qu'elle s'engouffre à Kursk pour mieux les anéantir. Ça, c'était le contact d'Alexander Mercuris, donc un russe à Moscou, apparemment lié au gouvernement russe, qui lui aurait envoyé un mail 2 mois avant le 6 août. C'est ce que dit Alexander Mercuris. Alors, c'est une source très fiable, très respectée, Alexander Mercuris. Je tenais à rappeler ce fait. Alors attention à prendre avec des pincettes. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, on est quand même dans une hypothèse, c'est à garder en tête, c'est un fait troublant, mais à garder en tête quand même. Voilà, je tenais à faire ce rappel qui est à mon avis très important. Donc, que peut-on dire? Donc, il y a eu cette grande offensive avec quand même au final les semaines passant au moins des milliers de soldats. Et d'après Kiev, c'est pas pour simplement faire un aller-retour, c'est vraiment pour s'y installer. Donc apparemment à la frontière russo-ukrainienne, ils commencent à faire des tranchées, ils commencent à faire des petites bases, toujours à la frontière de Kursk, mais le reste de l'armée, la majorité quand même, essaye d'aller plus loin.
Et quelle a été la stratégie de Kiev? Ben, c'est au moment où ils franchissent la frontière, ils se séparent en plein de petits groupes pour aller un petit peu partout là où ils peuvent avancer afin de dire qu'ils avancent. Alors cela a deux avantages que je vois moi. D'abord au niveau de la com, parce que évidemment le fait d'avancer partout en n'étant pas arrêté, cela permet éventuellement de planter quelques drapeaux, cela permet de faire quelques selfies, de faire quelques vidéos smartphone qu'on publie sur internet en disant Eh, regardez, nous on a pris tel ou tel village, on est sur telle route, regardez comme on avance bien, regardez comme on est fort et que l'armée russe est faible. Donc évidemment, c'est que des images en passant, mais ça fait toujours bien, et ça a toujours été une stratégie ukrainienne de tout temps, depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc ça, au niveau des médias, c'est un plus indéniable. Autre plus indéniable au niveau militaire, c'est que des petits groupes comme ça, d'une dizaine ou de plusieurs dizaines d'hommes, et en plus bien armés, voire avec des véhicules blindés, mais encore une fois bien armés, hein. Ça tout le monde est d'accord, ils sont très bien armés, ils ont des véhicules blindés de qualité, du style Bradley, principalement des Strikers et aussi des Marder, et comme on va le voir dans le point sur l'Ukraine, il y a même des chars Challenger 2. Alors comme on le sait, parce qu'un Challenger 2 a été détruit de manière avérée. Donc c'était important à souligner. Donc énormément de matériel de l'OTAN. En fait, ça s'est jamais vu dans une offensive ukrainienne qui ait autant de matériel de l'OTAN, à l'exception de la grande offensive de l'été dernier dans l'oblast de Zaporozhye. Donc l'autre avantage d'avoir des unités, des petites unités qui s'éparpillent, c'est la rapidité, bien sûr, et le fait d'être difficilement détectable, et donc d'être une cible difficile à détruire pour les Russes. Évidemment, quand vous multipliez les unités comme ça, c'est d'autant plus difficile pour l'ennemi de vous repérer, bien sûr. Cela dit, c'est à double tranchant. Parce que oui, médiatiquement, c'est très bien. Oui, effectivement, cela complique beaucoup la tâche des Russes pour faire un ciblage et éventuellement une destruction. Certes, mais cela a un coût. Et le coût, il est d'abord humain. Parce que quand vous vous déplacez comme ça en petites unités, vous êtes beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus difficile à être vu, mais beaucoup plus facile à être détruit. Et oui, c'est à double tranchant. Et autre fait important, c'est la logistique. Parce que plus vous vous éloignez de la frontière, c'est-à-dire de la base logistique, plus cela devient difficile dans le temps. Bah oui, pour un peu que vous perdiez des hommes entre-temps, que vous ayez des blessés, quand vous tirez, un bout d'un moment, vous manquez de munitions et vous manquez de vivres. Alors vous manquez de tout. Parce que plus vous étirez la chaîne logistique, plus la logistique est difficile, jusqu'à atteindre un niveau impossible. Et là, on ne parle pas de faire une percée en Ukraine, là on est sur le territoire russe. Donc vous vous doutez bien que sur le territoire russe, là le Kremlin est sur les dents. Et ils envoient tout ce qu'ils ont déjà dans la région, donc ils envoient déjà tout ce qu'ils avaient sur Belgorod, ça je vous l'ai déjà dit samedi dernier, mais tout ce qu'ils ont ailleurs. Et très rapidement, principalement via des hélicoptères lourds de transport de troupes. Hein, c'est principalement ce que font les Russes. Il ne faut pas oublier que les Russes ont énormément d'hélicoptères de transport de troupes, surtout dans la région. Donc ça va très vite.
Sans compter que les Russes ont des Sukhoi 25. Alors je les ai vus de mes yeux, alors via évidemment des smartphones qui viennent de citoyens de Koursk. Donc ils ont des Sukhoi 25, ils ont des Ka-52, c'est-à-dire des hélicoptères de combat, et ils ont des Mi-28, c'est d'autres hélicoptères de combat russes. Alors bien sûr, bah là ces petites unités qui se retrouvent en race campagne avec peu ou pas de logistique, pas de chaîne logistique, ou très très peu, hein, puisque les liens logistiques sont distendus, au point de ne plus en avoir du tout. Au fur et à mesure que vous avancez dans les terres, bah, vous avez encore moins de logistique. Ça veut dire que c'est encore plus difficile si jamais, bon, bah, à un moment, ils ont des pertes ou ils ont décidé que bah, ils n'en pouvaient plus et qu'ils devaient faire demi-tour. C'est encore plus difficile de faire demi-tour. Parce que quand vous faites une retraite, eh bien, c'est là que vous êtes le plus vulnérable. Parce que vous n'êtes plus en mode agressif, vous êtes en mode fuite. Donc c'est beaucoup plus difficile. Bref, il faut penser à tout cela. Donc rien qu'avec ces faits-là de base, et avec simplement quelques milliers d'hommes, la tâche était impossible. Comme a fait l'analyste finlandais, c'était impossible. Alors n'oublions pas aussi que samedi dernier, je vous ai montré beaucoup d'articles, dont un article du New York Times, qui arrivait strictement à la même conclusion que Forbes. Ne l'oublions pas. Et là, on parle du New York Times, on parle de Forbes. Ne l'oublions pas. Parce que bon, je ne vais pas vous refaire toute l'analyse que j'ai faite samedi dernier non plus. Bref, ça, c'est la réalité du terrain. Alors maintenant, il faut savoir que il y a un tarissement. Là, c'est ce que j'ai vu d'après une consultante LCI qui est sur place et qui regardait les colonnes de blindés se diriger vers Koursk. Et cette consultante LCI avait dit que ben, les envois de troupes sur Koursk avaient considérablement diminué. Bah, je me doute, on ne peut pas envoyer pendant des semaines et des semaines perpétuellement des troupes. Et puis qu'est-ce que ça veut dire si vous envoyez des troupes, des troupes, des troupes, mais que vous avancez plus, parce que c'est le cas. N'oublions pas l'article du New York Times du 10 août que je vous avais montré la semaine dernière, où dans le titre principal du New York Times, c'était que les troupes ukrainiennes avaient été stoppées. Alors oui, bah, ça concourt au fait que bah, les Russes font beaucoup de destruction à Koursk, côté ukrainien. Donc on tendrait à croire les chiffres qui sont donnés par le ministère de la Défense russe quant aux destructions de véhicules blindés, de tanks et de troupes ukrainiennes. Et oui. Donc là, apparemment, de ce qu'on sait en Ukraine, bah, c'est un peu le brouillard. On ne sait pas s'il se retranche bien, si il continue d'avancer. Apparemment non, d'après la carte de l'ISW que je vais vous montrer. Bref, tout ça est un peu flou, mais ne perdons pas de vue ce que je vous ai dit précédemment. Au niveau de l'analyse militaire, bah, c'est absolument implacable. De toute manière, l'Ukraine, avec, allez, en reprenant les chiffres de Forbes, en admettant qu'il y ait 10 000 hommes, voilà. C'est pas avec 10 000 hommes que vous allez être dans les retranchements et que vous allez y rester. Je vous ai dit la semaine dernière que les Russes bombardaient la région de Soumy, c'est-à-dire bah, la base militaire ukrainienne qui fournit bah, toutes les provisions, qui fournit les véhicules blindés, qui fournit les hommes. C'est dans l'oblast de Soumy que tout est envoyé par l'Ukraine, ne l'oublions pas. Et cette oblast-là, déjà samedi dernier, était considérablement bombardée. Donc vous vous doutez que maintenant, bah, c'est encore pire. La situation est encore pire au niveau logistique. Bon bref,
Voilà ce qu'on pouvait dire. Maintenant, on va regarder les articles pour voir tout cela un petit peu plus précisément. Vous aurez une meilleure idée de ce qui se passe. Mais ce n'est pas tout, car comme d'habitude, vous aurez aussi d'autres sujets. On va parler du fait que l'OTAN serait derrière toute cette opération. Ça, c'est Nikolai Patrouchev qui nous l'annonce, le conseiller du président Vladimir Poutine. Nous verrons aussi un essai réussi d'un missile hypersonique américain, et que d'après l'expert, il ne serait plus qu'à 5 ans d'un missile hypersonique opérationnel, donc bonne nouvelle pour les Américains. Nous verrons aussi des nouvelles de l'économie russe, qui est très très intéressante et qui est apparemment très bonne, mais pour l'instant seulement, pour l'instant, nous verrons. Voilà, et bien entendu, cette vidéo est en 3 parties, les informations générales qui seront suivies de la conclusion, et enfin la carte militaire, afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Voilà, commençons. Alors voici un article du New York Times qui nous dit « Tromperie et paris risqués. Comment les troupes ukrainiennes ont envahi la Russie. Planifiée en secret, l'incursion était une manœuvre audacieuse visant à renverser la dynamique de la guerre et à mettre Moscou sur la défensive. Un pari qui pourrait également exposer l'Ukraine. » Donc on va regarder ce que j'ai souligné. L'Ukraine, qui est sur la défensive depuis l'échec de sa contre-offensive l'an dernier, a avancé de 11 km en Russie sur un front de 40 km et capturé des dizaines de soldats russes selon des analystes et des responsables russes. Le gouverneur de la région de Kursk a déclaré lundi que l'Ukraine contrôlait 28 villes et villages dans cette région. Plus de 132 000 personnes ont été évacuées des zones voisines, ont indiqué des responsables russes. Donc là, vous voyez la zone où il y a eu la grande offensive. Vous voyez que c'est dans l'oblast de Soumy, et la grande ville de Soumy est là. Voilà. Et ça a été déjà la semaine dernière lourdement bombardé. Toute cette région-là, à la frontière, ainsi que Soumy même, la ville même, a été lourdement bombardée, avec des FAB 500, des FAB 1500 et même des FAB 3000, entre autres missiles, drones, etc. Bien entendu. Donc là, ça vous donne à peu près où cela se trouve, et là, le vrai front est ici. Le vrai front est ici, plus là, au nord de Kharkov, un autre petit front qui va de Lipsy à Vovchansk, en gros, hein, pour dire les villes les plus connues. Ensuite, on a « Cette offensive est un pari risqué », d'autant plus que la Russie domine une grande partie du front en Ukraine et a réalisé des percées significatives dans l'Est. Si les troupes ukrainiennes parviennent à tenir le territoire, elles pourraient étendre la capacité des troupes russes, mettre Poutine dans l'embarras et obtenir un atout dans les négociations de paix. Mais si la Russie parvient à chasser les troupes ukrainiennes de Kursk et à avancer simultanément dans l'est de l'Ukraine, les dirigeants militaires ukrainiens pourraient être accusés d'avoir donné aux Russes une ouverture pour gagner plus de terrain, en particulier dans la région de Donetsk. Vous avez noté, dans les médias, ça permet de ne pas parler des avancées russes perpétuelles sur le vrai front, à l'est de l'Ukraine. On ne parle que de Kursk, on ne parle plus des avancées russes là où ça compte, sur le front. Alors, une accumulation silencieuse. Il y avait des indices de ce qui allait arriver. Des cartes du champ de bataille compilées par des analystes indépendants montrent que des soldats de brigade qui combattent depuis longtemps dans l'est du pays se sont discrètement déplacés vers la région de Soumy, juste de l'autre côté de la frontière avec Kursk. Un bataillon de drones de la 22e brigade mécanisée qui défendait depuis près d'un an la ville de Tchassivial, l'endroit le plus important du front pour l'instant, avec Pakrovsk, a été repéré près de la frontière à la mi-juillet. Des troupes de la 82e brigade d'assaut aérien, engagées dans des combats acharnés près de Vovchansk, dans la région de Kharkov, en Ukraine,
se sont également déplacés dans la région. Donc vous avez vu, là on a un bataillon de la 22e brigade mécanisée qui se battait depuis presque un an sur Tchassiviar. On leur a demandé d'aller participer à la grande offensive de Koursk. Et qu'est-ce qui va arriver à Tchassiviar? Point d'interrogation. Là, les troupes de la 82e brigade d'assaut aérien, c'est une brigade qui est prestigieuse, c'est une des meilleures en Ukraine. Voilà, ils étaient engagés dans le front nord, c'est-à-dire à Kharkov, dans l'oblast de Kharkov, plus précisément près de Vovchansk. Eh bien, eux aussi, on leur a dit, ah ben non, laissez tomber Vovchansk, participez à la grande offensive sur Koursk. Il en va de même pour les soldats de la 80e brigade d'assaut aérien. Alors 80e brigade d'assaut aérien, eux c'est le top du top. Hein. Voilà. Voilà, on a la 82e et surtout la 80e brigade, véritable star en Ukraine, la 80e brigade, donc les meilleurs, qui étaient en première ligne des combats dans la région de Kharkov ce printemps. Donc eux aussi, ils étaient au nord de Kharkov, et bien hop, on les a envoyés pour la grande offensive de Koursk. Quelques Russes ont remarqué l'incident. Un rapport a été remis aux autorités militaires russes environ un mois avant l'attaque, indiquant que des forces avaient été détectées et que des renseignements indiquaient des préparatifs en vue d'une attaque, a déclaré après l'incursion Andrei Gorouliev, un membre éminent du Parlement russe et ancien officier de haut rang de l'armée. Mais d'en haut est venu l'ordre de ne pas paniquer, et ceux d'en haut savent mieux, a déploré Gorouliev à la télévision nationale. Alors là, vous avez vu, c'est très intéressant. Parce que là, il n'y a que deux options. Soit les Russes ont été négligents dans cette affaire, donc ils étaient avertis par un rapport un mois avant et ils ont négligé cela, ou alors le contact d'Alexander McCory avait raison. Ce qui expliquerait cette étonnante négligence, parce que là on parle quand même de Koursk, c'est comme Belgorod, donc c'est étonnant. Alors il n'y a que ces deux options, soit c'est de la négligence, et donc là faute grave de la Russie, ou alors cela a été fait exprès, comme l'a laissé entendre Alexander Mercuris. Ensuite on a loin des combats, la région de Koursk constitue une cible plus facile que partout ailleurs sur le front, de 960 km à l'est et au sud de l'Ukraine. Elle compte moins de fossés anti-chars, moins de pyramides anti-chars, c'est les dents de dragon, connues sous le nom de dents de dragon, et moins de positions de combat habitées, a déclaré Brady Afric, un analyste américain qui cartographie les défenses russes. La Russie semble également avoir posé moins de mines dans la région de Koursk que dans les territoires ukrainiens occupés. Les fortifications russes à Koursk sont moins denses que dans d'autres zones où les forces russes ont construit de formidables défenses, comme dans le sud, a déclaré M. Afrique. Le 6 août, peu avant midi, les autorités russes ont affirmé que près de 300 soldats, vous avez vu le chiffre tout petit, plus de 20 véhicules blindés et 11 chars de la 22e brigade mécanisée d'Ukraine avaient traversé le pays. Vous voyez, là on parlait que de 300 soldats. Après, Gerasimov, il a parlé d'environ 1000 soldats. Donc ça montre et démontre que Gerasimov ne disait pas n'importe quoi, il avait juste dit ce qu'il voyait à un moment T. Sauf qu'il y avait un flux très important d'hommes à un moment du 6 août, et évidemment c'était qu'une image à un moment T. Donc tout correspond. Mais ces premières informations ont été accueillies avec un haussement d'épaule côté russe. Donc là, maintenant, encore une fois, est-ce de la négligence? Est-ce un fait exprès par les Russes pour mieux attirer les Ukrainiens dans un piège? À savoir, nous verrons bien.
Mercredi matin, de hauts responsables américains ont été choqués. Ils ont appris que plus de 1000 soldats de l'armée ukrainienne avaient traversé la frontière la veille, équipés de défenses aériennes mobiles et de matériel de guerre électronique pour brouiller les radars russes. Ça, c'est ce que je vous avais dit samedi dernier, c'est tout à fait exact. Hein, vous avez vu que les hauts responsables américains reprennent les fameux 1000 soldats annoncés par Gerasimov à ce moment-là. Hein. Bon, je dis ça comme ça. Hein. Donc effectivement, ils ont utilisé beaucoup de guerre électronique et ce qui a posé beaucoup de problèmes quant aux drones de surveillance russes. Les responsables américains se sont dit surpris du bon déroulement de l'opération, mais sceptiques quant à la capacité des Ukrainiens à conserver leurs gains. Ça, c'est très important. Des vidéos montrent que les forces ukrainiennes ont parfois rencontré une résistance, bien qu'il n'y ait aucune preuve visuelle de pertes généralisées. Aussi, nous allons voir une dernière chose. Environ 3 jours après le début de l'incursion, une frappe ukrainienne a détruit un dépôt de munitions apparent sur l'aérodrome militaire russe de Lipetsk, dans la région voisine. Donc là, on ne parle plus de l'oblast de Koursk, mais l'oblast de Lipetsk. Donc effectivement, il y a eu un dépôt de munitions qui a été détruit à Lipetsk. Alors maintenant, là, comme c'est dit là, est-ce que c'est lié ou non à l'avancée terrestre? On ne le sait pas. Mais le New York Times dit que de toute manière, cela ne peut que bénéficier de facto à la grande offensive ukrainienne. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet article du New York Times qui donne un gros titre assez juste, un pari risqué, effectivement. Donc parce que cette grande offensive, certes très audacieuse, mais aussi extrêmement périlleuse. Nous verrons bien. Là, on a un article du Wall Street Journal qui nous dit des soldats ukrainiens décrivent une offensive rapide à travers la frontière alors que les Russes s'enfuient. Bon, c'est pas faux, effectivement, vu la force déployée, les conscrits et les quelques soldats russes qui étaient là, évidemment, beaucoup se sont enfuis, il y en a même certains qui se sont rendus. Les Ukrainiens parlent d'une centaine de prisonniers maintenant. Alors, effectivement. Et là, qu'est-ce qu'on peut lire d'intéressant? Eh bien, c'est ici. Un autre soldat a déclaré avoir été surpris d'apprendre qu'il était transféré dans la région frontalière de Soumy, car son unité manquait tellement d'hommes que les fantassins passaient jusqu'à 45 jours d'affilée dans une tranchée. Le soldat de 25 ans était stationné à Tchassiviar, l'un des points les plus chauds de la ligne de front, jusqu'à une semaine avant l'incursion. Vous imaginez ça? Ça confirme ce que disait le New York Times déjà il y a une semaine sur le fait que, et Forbes, sur le fait que l'Ukraine avait pris des forces du Donbass, en plus dans des points chauds, hein, on parle de Vovchansk, on parle de Tchassiviar, pour alimenter la grande offensive de course, c'est un pur suicide. C'est un pur suicide. Alors, que conclure de tout cela quand vous voyez ça? Tchassiviar, le point le plus important présentement sur le front. Après, c'est Paklovsk. C'est un suicide militaire. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit dans le grand article de Forbes cet analyste finlandais. Et comme je vous l'ai présenté d'ailleurs la semaine dernière. Là, on a un article de The Economist qui nous dit « Le raid choc de l'Ukraine au cœur de la Russie continue de faire rage. L'attaque surprise intervient alors que l'Ukraine est sous pression dans le Donbass. » Et là, que lit-on? La source met en garde contre toute comparaison entre l'incursion de Koursk et la reprise rapide et réussie par l'Ukraine d'une grande partie de la province de Kharkov en fin 2022. L'armée russe prend désormais la guerre plus au sérieux, dit-il. Le danger est que nous tombions dans un piège et que la Russie nous serre les dents. Bon, ça c'est une expression à eux. Donc là, j'ai noté ça.
Le danger est que nous tombions dans un piège. Voilà ce que dit cette source. Donc là, ça rejoindrait encore une fois ce que disait Alexander Mercouris. Voilà. Dimanche, le ministère russe de la Défense a affirmé, bien que ce ne soit pas la première fois, qu'ils avaient contrecarré les tentatives des forces ukrainiennes de pénétrer plus profondément en Russie. Les mathématiques de la guerre n'ont jamais été en faveur de l'Ukraine, qui doit ménager ses ressources limitées, et une attaque au cœur du territoire russe non défendu risque d'aggraver la situation. Et oui, donc là, ça devient extrêmement difficile pour les Ukrainiens. Parce que oui, ça peut être un piège, malgré le raid choc qu'on nous montre dans les grands titres, ça peut être un piège. Alors évidemment, ça peut aussi être une grande négligence de la part de la Russie. L'avenir nous le dira. Là, on a un article du grand journal allemand Der Spiegel qui nous dit la manœuvre de Koursk pourrait annoncer la fin militaire de l'Ukraine. Pour la première fois, les troupes ukrainiennes régulières ont avancé sur le territoire russe près de Koursk. L'expert militaire Gustav Gressel explique ce que vise l'Ukraine avec cette opération et pourquoi l'attaque pourrait être dangereuse pour elle. Donc bon, on va pas lire tout l'article, mais juste les gros titres. C'est lui l'analyste militaire. Donc que lit-on là? À long terme, l'Ukraine aura du mal à conserver ce territoire. C'est une évidence, hein, si vous vous souvenez ce que je vous ai dit en introduction. Les dirigeants ukrainiens veulent faire pression pour d'éventuelles négociations avec la Russie. Ça, pour moi, c'est un prétexte fallacieux, parce que je ne vois pas comment envahir la Russie pourrait pousser la Russie à la table des négociations. Bien au contraire, à part mettre en colère la Russie et que la Russie rejette toute négociation avec l'Ukraine, c'est plutôt le chemin que cela prend. Pour moi, là, c'était un pari complètement fou de l'Ukraine, mais de l'OTAN aussi, vu que dans le Donbass, sur le vrai front de près de 1000 km, tout s'écroule. Donc, c'était une opération audacieuse, comme ils le disent dans les médias, qui est en réalité non pas audacieuse, mais totalement désespérée. Pour moi, c'est le dernier spasme du cadavre. C'est comme ça que je vois la chose. Et là, enfin, l'avantage surprise de l'Ukraine pourrait rapidement se transformer en désavantage. Alors en fait, l'article est encore beaucoup plus sombre, parce que là, il finit sur le fait que si cette grande offensive échoue, carrément, l'Occident pourrait carrément laisser tomber l'Ukraine. C'est ce qu'il dit à la fin, hein. C'est-à-dire, si ça échoue, il risque de perdre complètement le soutien de l'Occident. Bon, ça je n'y crois pas trop, mais bon, c'est ce que dit ce Gressel dans le Der Spiegel. Là, on va voir plusieurs articles qui sont dans la même veine que ceux que vous avez vus précédemment et qui finissent d'expliquer la grande offensive sur Koursk, qui peut être vue comme un grand final, une dernière action avec panache, ou encore, si vous voulez, un baroud d'honneur concernant l'Ukraine. Et vous allez voir, c'est extrêmement édifiant. Donc là, par exemple, The Wall Street Journal, alors que l'Ukraine envahit la Russie, les troupes de Kiev sont en difficulté sur le front de l'Est. Les soldats ukrainiens sont dépassés dans certains domaines et les déploiements dans les tranchées peuvent s'étendre sur des mois. Ici, le grand journal ukrainien Ukrainska Pravda qui nous dit les habitants de Pakrovsk dans l'oblast de Donetsk sont invités à évacuer. Les forces russes ne sont qu'à 10 km. Ça, c'était jeudi 15 août. L'armée russe s'est approchée de la ville de Pakrovsk dans la région de Donetsk et se trouve actuellement à seulement 10 km de la périphérie de la ville. Les autorités ukrainiennes exhortent les habitants de Pakrovsk à évacuer. Vous voyez un petit peu,
Là, la propagande, elle est soudainement laissée tomber là pour Ukrainska Pravda. Parce que ça, ce genre d'information, on l'avait que très rarement dans les journaux ukrainiens. C'est un signe des temps. Enfin, je rappelle que Pakrovsk, c'est le deuxième endroit le plus important du front, juste après Tchassiviar. Donc Pakrovsk, on va le voir sur la carte militaire, c'est un endroit absolument vital. C'est pour ça qu'on parle de Pakrovsk dans Ukrainska Pravda. Ici un article de Reuters qui nous dit Fitch abaisse la note de l'Ukraine à défaut restreint. C'était le 14 août. Fitch a abaissé mardi la note de crédit de l'Ukraine à C, maintenant en triple C, à défaut restreint, invoquant l'expiration du délai de grâce pour le paiement de son euro-obligation 2026. Donc là, c'est un signe très important parce qu'en fait, là, l'Ukraine est plus qu'à un cran afin d'être considéré par Fitch comme un pays irrécupérable. Parce que dans les tableaux de Fitch, c'est comme ça qu'ils le disent dans l'article, hein. C'est-à-dire que si ça devient une note encore inférieure à celle-ci, c'est-à-dire inférieure à CCC, Fitch considère un pays qui a moins de CCC, il considère que le pays devient irrécupérable. Alors vous voyez que c'est quand même extrêmement grave, là côté économique concernant l'Ukraine. Là nous allons voir un court extrait d'un média russe international, donc c'est en anglais, et il n'y a malheureusement pas de traduction en français, mais dans ce média, il est dit que les institutions russes ont des éléments qui permettent de penser que l'Ukraine pourrait vouloir faire une attaque sur la centrale nucléaire de Koursk et la centrale nucléaire de Zaporojye avec une bombe sale. Alors une bombe sale, c'est une bombe nucléaire à dispersion radioactive, hein. C'est pas quelque chose qui fait énormément de dégâts. Ça fait des dégâts, mais c'est pas une véritable bombe nucléaire. Attention. Et donc apparemment les institutions russes ont des éléments de penser que ça pourrait se produire sur ces deux centrales. Donc évidemment tout cela va dans le sens du fait que l'Ukraine est complètement désespérée et qu'elle peut en arriver là. Alors c'est pas la première fois qu'il y avait déjà eu ces menaces, c'est déjà arrivé il y a près d'un an et demi, toujours contre la centrale de Zaporojye et toujours avec une bombe sale. Sauf que cette fois, l'Ukraine est réellement dans un état désespéré. Donc là, cela devient sérieux et c'est la première fois que les institutions russes ont des éléments apparemment assez concrets pour s'en inquiéter. Donc on va regarder un extrait de ce média russe international afin que vous ayez une référence. Alors je vous en ai déjà parlé et assez longuement parce que il n'y a pas de traduction en français. Alors là je vous montre juste comme référence. Alarming news. So, coming from a Russian state media outlet, which in turn is citing Russian law enforcement officials, we're hearing that Ukrainian armed forces are planning to detonate a dirty nuclear bomb. And the potential targets are storage sites at power plants. Well, to get a bit more on this, let's cross live now to RT correspondent Igor Zhdanov. I mean, Igor, I know that this is something that's literally emerged, well, really within the last sort of half an hour, 45 minutes. Very disturbing. What do we know at this stage? Well, basically, we know that various reports in various media outlets have emerged, citing anonymous sources within the Russian security bloc, purporting that, indeed, Kiev could be planning a dirty bomb attack against nuclear waste facilities of the Zaporozhye and the Kursk nuclear power plants. Indeed, some very concerning developments and some very concerning and indeed alarming news. Apparently, according to these reports, the Russian security bloc even knows the direct location of the special warheads that Kiev has prepared for this attack. And they do provide this location in the Dnipropetrovsk
region of Ukraine. This is not the first time that Russia is... Bon voilà, on va pas regarder cela en entier. Bon, vous avez vu, les autorités russes apparemment ont même la location ou l'endroit où pourrait être cette bombe sale, en préparation tout du moins. Bon, nous verrons si cela s'avère vrai ou non dans le temps. Et enfin, dans la ville de Soumy, donc juste à côté de la frontière russo-ukrainienne, là où il y a les combats, c'est-à-dire dans l'oblast de Koursk en Russie, donc la ville de Soumy en Ukraine qui est pas loin, met des tracts qui sont placardés dans toute la ville, exhortant désespérément les chauffeurs de camions équipés de camionnettes réfrigérées à transporter les cadavres des forces armées ukrainiennes, car les pertes semblent être si élevées que la force armée ukrainienne elle-même sont à court de camions. Donc là, vous voyez les tracts en différents endroits pour transporter les cadavres très vraisemblablement, si l'on en croit cette source, bien sûr. Toujours TASS qui nous donne les chiffres concernant les pertes ukrainiennes au 16 août. Alors après, vous y croyez, vous n'y croyez pas, en tous les cas, je vous les donne, vous en faites ce que vous voulez. Les pertes totales de l'ennemi pour toute la période des opérations de combat dans la région se sont élevées à 2640 militaires, ça inclut les morts et les blessés, 37 chars, ça inclut les immobilisés et les détruits, 32 véhicules blindés de transport de troupes, 23 véhicules de combat d'infanterie, 206 véhicules blindés de combat, 96 véhicules, ça c'est des véhicules simplement militaires, style Jeep, trucs comme ça, 4 installations de systèmes de missiles antiaériens, 3 lance-roquettes multiples, donc c'est les MLRS, 20 canons d'artillerie de campagne et 3 stations de guerre électronique. Donc là, on va regarder un extrait d'une vidéo intéressante qui vient de ma source habituelle, Simplicus the Thinker sur Substack. Et donc il y a un analyste militaire américain, et pour ceux qui me suivent assidûment, pour mes fans, vous le connaissez depuis presque 2 ans maintenant. Et que dit-il? Il dit: le 4e Reich de Zelensky a révélé son vrai visage à Koursk. Regardez comment des Ukrainiens portant des casques SS de la Seconde Guerre mondiale abordent un Ivan russe dans la région de Koursk, tout en le traitant littéralement de porc en allemand. Alors ça, c'est très révélateur. Alors là, la pancarte est filmée par le soldat ukrainien pour montrer qu'ils sont bien dans l'oblast de Koursk. Donc là, c'est direction Belgorod, et là, c'est direction Korenievo. Donc on va regarder ça ensemble, je vous passe quelques petits détails. Donc là c'est pour vous montrer qu'ils sont dans la zone. Là c'est le véhicule militaire ukrainien. Là c'est l'Ukrainien qui a le casque allemand SS. Alors là ils vont vous montrer les destructions qu'ils ont faites. Donc ils ont détruit un transport de chars, donc 2 chars ont été détruits, ainsi que 2 camions. Voilà. Русский Иван. Русский Иван. Là, ils interpellent un vieil homme russe. Русский Иван. Как жизнь? Как жизнь, русский Иван? Жизни заблудились, блядь. Не туда пошли. Не туда, видишь? Иван, вот он, Иван. Ну мне 74 года. Vous voyez, ils sont fiers hein, avec leur casque allemand. Ils sont très fiers. Du bist russische Schweine. Ja. Là, ils parlent. Voilà. Là, ils parlent en allemand. Bon, j'arrête. Hein. Et là, il a dit ça. Bon, je connais pas l'allemand, alors avec mon accent, ça sera pourri. Donc voilà, je vous montre. Donc, il l'a traité de porc en allemand. Hein. Vous avez vu qu'il parlait allemand. Hein. Voilà, c'était très intéressant à noter et extrêmement révélateur.
Là maintenant, on va regarder un article de TASS qui nous dit l'Occident impliqué dans la planification d'une attaque contre la région frontalière de Koursk. Selon un conseiller du Kremlin, Nikolai Patrushev a rejeté les allégations du département d'État américain selon lesquelles il n'était pas impliqué dans cette affaire. Voilà, donc là on va pas tout lire, juste ces 2 paragraphes. L'incursion ukrainienne dans la région frontalière de Koursk en Russie a été planifiée avec la participation de l'OTAN et des services spéciaux occidentaux. Donc là, il parle principalement du MI6 et de la CIA, et a été provoquée par la prise de conscience par Kiev de l'imminence de son effondrement, a déclaré l'assistant du président russe Nikolai Patrushev. C'est pas l'assistant, c'est le conseiller. C'est l'Occident qui a porté au pouvoir la junte criminelle en Ukraine. Les pays de l'OTAN ont envoyé des armes et des instructeurs militaires en Ukraine. Ils continuent à lui fournir des données de renseignement et ils contrôlent les actions des groupes néo-nazis, a-t-il déclaré dans une interview au quotidien Izvestia. L'opération dans la région de Koursk a également été planifiée avec la participation de l'OTAN et des services spéciaux occidentaux. Voilà, c'est lui le fameux Patrushev, qui a été pendant très longtemps le chef de la sécurité de la Russie, c'est-à-dire un des postes les plus importants du gouvernement de la Russie. Là, dans ce journal russe, on a le député Shragoshev qui nous dit « Les actions des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk ont été coordonnées par le MI6 britannique. » Le 3e département du service de renseignement britannique MI6 était chargé de coordonner les actions des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk. C'est ce qu'a déclaré Abaldi Shrokachev, député de la Douma. Un membre de la commission parlementaire de sécurité, dans une conversation avec RIA Novosti, a souligné qu'après l'arrêt de l'offensive des forces armées ukrainiennes dans la région, il est important d'identifier et de neutraliser de nouveaux groupes de sabotage possibles. Ces groupes étaient coordonnés par le MI6 britannique, son 3e département. Cette unité a été créée dans les années 20 du XXe siècle pour affronter l'URSS, a-t-il noté, ajoutant que le sabotage et le terrorisme ont toujours fait partie du travail de ce département, ce qui est vrai. Auparavant, le département d'État américain avait déclaré que Washington n'était pas impliqué dans la planification des actions des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk. Je vous en ai déjà parlé concernant le MI6 britannique et la CIA, je ne vais pas en reparler ici. Toujours un journal russe qui nous dit « Le correspondant militaire Slatkov a parlé des nouvelles tactiques des saboteurs dans la région de Koursk. Les saboteurs ukrainiens se déguisent en civils dans la région de Koursk. » Donc, les soldats ukrainiens dans la région de Koursk portent des vêtements civils et voyagent dans des voitures confisquées aux résidents locaux, ce qui les rend difficiles à détecter et à éliminer. C'est ce qu'a rapporté le correspondant militaire Alexander Slatkov. Donc ça, c'est un fait intéressant. Ils en ont même pris qui étaient en civil et qui sont arrivés dans des chars. Et quand ils les ont attrapés, ils étaient en habits civils. Donc bon, traduction pas terrible, mais en gros, c'est ça, quoi. Donc là, il précise que quand les choses tournent mal, ils se déguisent en civil et prennent des vols des voitures de locaux, des autochtones, pour pouvoir voyager. Donc méthode de sabotage, dit-il le correspondant. Et là, il dit que bon, bah, les représentants de la garde russe, les ministères de la situation d'urgence, le ministère de la Défense et le FSB travaillent à contrer ces saboteurs. Alors, ils les appellent des saboteurs parce qu'une fois qu'ils sont déguisés en civil, ils essayent de se fondre dans la population et sabotent des infrastructures civiles. Et là, dernièrement, ils ont fait sauter une église orthodoxe à Koursk. Alors là, maintenant, on va regarder un article du New York Times qui nous dit « Il est clair que l'Occident ne veut pas vaincre Poutine ». C'était au 13 août. Là, on nous dit
Bien qu'il dispose des ressources nécessaires pour mettre fin à cette guerre aux conditions de l'Ukraine, l'Occident n'a clairement pas la volonté de gagner. Pour Vladimir Poutine, la victoire est désormais à portée de main, quel que soit le candidat à la Maison-Blanche l'année prochaine. L'Occident n'a pas non plus réussi à couper les sources de la puissance économique de la Russie. Malgré les sanctions, l'économie connaît une croissance saine et les actifs des oligarques russes restent en sécurité en Occident même s'ils sont gelés. Plus important encore, le pétrole russe est acheté et vendu sans difficulté dans le monde entier, car les dirigeants occidentaux ne semblent pas pouvoir décider ce qu'ils veulent le plus, punir la Russie de manière significative ou maintenir la situation en l'état. Il est révélateur que la proposition du Trésor américain d'imposer des pénalités aux pétroliers qui aident le pétrole russe à échapper aux sanctions ait été bloquée par la crainte de la Maison-Blanche que la hausse des prix de l'essence ne soit pas bien accueillie lors des élections de novembre. Et enfin, M. Poutine prépare déjà sa victoire. Sa dernière proposition de paix, dans laquelle la Russie garderait des territoires occupés et l'Ukraine serait interdite d'adhésion à l'OTAN, a été qualifiée de propagande par de nombreux dirigeants occidentaux. Mais c'est en fait le scénario le plus réaliste de l'issue de cette guerre. Des voix allant des partisans du Kremlin aux lauréats du prix Nobel et même au pape se font entendre pour plaider en faveur d'une paix qui donnerait à Poutine ce qu'il veut. Car oui, de toute manière, on en arrivera là, bien évidemment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet article d'intéressant. Là, sur Defense News, on a le test réussi d'un missile hypersonique de l'armée mettant en évidence la possibilité d'une mise en service. C'est Elnevoot. Donc, l'armée américaine a jugé que le premier test de vol complet de bout en bout de son missile hypersonique était un succès. Nous sommes vraiment très proches, a déclaré Rash. Je suis très fier de l'équipe car c'est une compétence importante. Il a toutefois averti qu'il restait encore des tests à effectuer avant qu'une décision ne soit prise sur l'avenir de son missile hypersonique lancé depuis le sol. Nous devons nous assurer que cette capacité fonctionne. Si la décision est prise de la mettre en œuvre, c'est pour des raisons réelles et sérieuses, des raisons stratégiques, et nous avons besoin que cela fonctionne à chaque fois, a déclaré Rash. Le premier essai en vol du missile fabriqué par l'industrie qui a eu lieu au Pacific Missile Range Facility à Hawaï en mai était très attendu dans le cadre d'un programme de développement conjoint entre la marine et l'armée américaine après une série de tests infructueux ou avortés du Common Hypersonic Glide Body. Les programmes de développement de missiles prennent généralement environ 10 ans, a souligné Rash, et alors que le projet de déploiement d'une première unité de missiles hypersoniques a été retardé de plus d'1 an, le programme d'armes hypersoniques à longue portée n'en est qu'à 5 ans. Bon, tout ça, on peut en déduire si ça prend 10 ans et qu'il n'en est qu'à 5 ans, on peut extrapoler qu'ils ont encore 5 ans d'études avant d'arriver à un missile hypersonique opérationnel. Donc c'est une bonne chose pour les Américains, ils avancent. Donc là, au niveau économique, on a The Economist qui nous dit « Vladimir Poutine dépense beaucoup et fait décoller l'économie russe ». C'était au 11 août. Partout dans le monde, les inquiétudes concernant l'économie s'accentuent. Aux États-Unis et au Canada, le chômage est en hausse, tandis que le moral des consommateurs reste bas. L'Europe continue de flirter avec la récession. Ne parlons même pas de la Chine. Pourtant, il existe un pays où l'ambiance est tout à fait différente. Malgré des sanctions sévères et un statut de paria, l'économie russe connaît une forte croissance. Il s'avère que les dépenses bachiques en temps de guerre stimulent réellement l'économie. Cette année, le PIB russe devrait augmenter de plus de 3% en termes réels, soit plus vite que 95% des pays riches. En mai et juin, l'activité économique a considérablement augmenté selon la Banque centrale. D'autres mesures de l'activité en temps réel, dont une publiée par la banque Goldman Sachs, suggèrent que l'économie accélère. Voir graphique 1 ici. Le chômage est proche de son plus bas historique. Le chômage en Russie est à 2,6%.
c'est-à-dire c'est le plus bas possible, on ne peut pas être plus bas. Le rouble se porte bien. Certes, l'inflation est trop élevée. En juin, les prix ont augmenté de 8,6% sur un an, bien au-dessus de l'objectif de 4% de la Banque centrale, mais avec des revenus en espèces en hausse de 14% sur un an. Le pouvoir d'achat des Russes augmente rapidement. Contrairement à presque tout le monde, les Russes sont satisfaits de l'économie. La confiance des consommateurs telle que mesurée par l'agence russe des statistiques est bien supérieure à sa moyenne depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000. On pourrait s'attendre à ce que M. Poutine gonfle les chiffres, mais le centre Levada, un institut de sondage indépendant, constate des tendances tout aussi surprenantes. Voir le graphique 2, qui est celui-ci. Une seule fois au cours des 3 dernières décennies, le sentiment était plus élevé. C'est ici, lors de la crise des subprimes en 2008, eh bien 100% des Russes ont été contents parce que ils faisaient partie des rares pays à ne pas avoir été impactés par la crise des subprimes. Tout s'explique. Le sentiment a été plus élevé, donc c'était en 2008. Selon les données officielles, la confiance des Russes dans leur propre situation financière a récemment atteint un niveau record. Ils sont plus enclins à faire de gros achats comme une voiture ou un canapé et les restaurants sont pleins. L'année dernière, les Russes ont importé 18% de cognac de plus qu'en 2019, selon nos estimations, tout en dépensant 80% de plus pour les importations de vins mousseux. Sberbank, la plus grande institution financière russe, note qu'en juin, les dépenses de consommation globale ont augmenté de 20% par rapport à l'année précédente en termes nominaux. C'est un énième article que je vous montre presque chaque semaine à chaque fois. Alors moi je vous montre le FMI, The Economist, New York Times, Bloomberg. À chaque fois je vous montre des articles et tout se confirme à chaque fois. Par contre, à garder en tête que ça ne peut pas durer éternellement pour Vladimir Poutine. La guerre coûte extrêmement cher. Donc au bout d'un moment, il faudra diminuer les dépenses. Sinon, il va y avoir un retour de bâton. Donc là, la Russie profite qu'elle a énormément de richesses dans les coffres qui permettent d'avoir ce genre de résultats. Le contournement des sanctions a été très très bien géré. De nouveaux contrats gigantesques ont été signés avec l'Iran, la Chine, l'Inde, la Turquie et bien d'autres pays encore. Mais malgré tout, le mur des réalités est là, la guerre coûte très très cher. Et donc moi, comme je vous le dis aussi très souvent, eh bien la guerre, elle ne doit pas durer trop longtemps. Parce qu'à un moment donné, la guerre va se faire ressentir très durement dans l'économie russe. Et là, ce ne sera plus aussi rose concernant l'économie russe. Donc, si j'avais un conseil à donner à Vladimir Poutine, c'est qu'il doit vite réaliser les résultats qu'il veut avoir et ensuite très vite arrêter cette guerre. Alors, que peut-on dire en conclusion ? Eh bien, en conclusion, on peut voir que la grande offensive sur Koursk, c'est le baroud d'honneur, c'est le grand final, ou comme je le dis depuis un certain temps, le dernier spasme du cadavre. Donc les Ukrainiens font cela parce que justement, ils sont dans une situation qui est maintenant totalement désespérée. Alors, certes, si vous me suivez depuis près de 3 ans ici, vous savez que je dis presque à chaque semaine que l'Ukraine a déjà perdu la guerre depuis bien longtemps. En fait, depuis le début de la guerre, l'Ukraine n'avait strictement aucune chance. Alors il y avait une illusion d'optique parce que beaucoup de gens croyaient que les sanctions occidentales allaient faire écrouler la Russie de l'intérieur. Ça n'a jamais été le cas et pour les connaisseurs, nulle surprise que la Russie ait résisté puisque pour ceux qui suivent les nouvelles en Russie,
Vladimir Poutine avait déjà fait des préparatifs très puissants de contournement de sanctions dès 2014. Donc, nulle surprise que la Russie ait réussi à contourner les sanctions, surtout que justement depuis 2014, où il y a eu un retournement historique en Ukraine, et connaissant l'Occident, Vladimir Poutine savait qu'il allait y avoir des rétorsions fortes de cet Occident, et avait fait des liens très forts, déjà bien avant avec l'Inde et la Chine, justement en prévoyance de ces sanctions, qui allaient être très fortes. Donc tout avait été prévu en amont. C'est pour ça que la Russie a si bien résisté aux sanctions. Alors pour qui lit les médias russes, nulle surprise, mais là pour les médias, c'est la surprise complète, étant donné leur immense ignorance de la Russie, et pas qu'au niveau économique. Tout l'Occident était totalement ignorant, et j'inclus le MI6, le Pentagone, les grandes institutions militaires européennes, américaines, etc. Ils étaient totalement ignorants du complexe militaro-industriel russe, aussi bien au niveau de sa puissance que de sa résilience. Tout simplement parce que ça ne les intéressait pas. Eux, ils étaient persuadés que les Russes étaient dans un état équivalent aux années 2000, ou dès tout début 2000, ou au fin des années 90, et eux, ils étaient restés là-dessus. Donc, et les médias aussi. Donc, ils se sont bercés d'illusions, ils se sont reposés sur leur laurier, et ils ont fait cette immense faute d'avoir sous-estimé la Russie très gravement. Donc voilà où on en est maintenant. Bref, donc là, comme je le disais au début de cette conclusion, eh bien là, l'Ukraine a fait un baroud d'honneur avec cette grande offensive sur Koursk, et étant donné qu'ils sont dans une situation désespérée, eh bien il est bien possible, comme le dit ce grand média russe international, qu'il y ait un acte désespéré. Et oui, situation désespérée, acte désespéré. Et donc, bombe sale nucléaire. Et là, apparemment, sur Koursk et sur Zaporojye. Peut-être, nous verrons bien. Alors là, si vous avez suivi les médias, vous avez vu qu'il y a eu déjà un drone assez important qui a touché la centrale de Zaporojye. Ça a fait un grand panache de fumée noire. L'AIEA, bien sûr, est restée muette là-dessus. Muette dans le sens, elle a dit faut que les deux parties arrêtent d'attaquer la centrale. Bon, bref, l'AIEA ne se mouille toujours pas, même si elle connaît parfaitement la vérité. Donc, il y a eu une attaque déjà sur la centrale de Zaporojye. Moi, à mon avis, mais ça ne reste que mon avis, c'était juste pour tester les systèmes antiaériens russes, la défense russe, peut-être pour une attaque future, avec une bombe sale, qui sait, nous verrons bien. En tous les cas, c'est extrêmement inquiétant, parce que quand on dit que l'Ukraine est aux abois et qu'elle pourrait faire un acte désespéré, n'oublions pas que dans cet acte désespéré, il y a au minimum les Anglais et les États-Unis derrière. Ne l'oublions pas. Éventuellement la Pologne, la Lituanie, etc. Mais surtout l'Angleterre et les États-Unis. N'oublions pas qu'il y a 1 an et demi, la menace de la bombe sale de l'Ukraine avait été déterrée grâce au FSB russe, qui avait détecté un navire qui avait apponté à Odessa et qui transportait d'énormes quantités de matériel radioactif, dont du cobalt. Donc c'était extrêmement inquiétant. Bon, au final, ça ne s'est pas fait. Peut-être que les Russes avaient exagéré, etc. Je ne le sais pas. Mais en tous les cas, voilà, on en parlait, tout du moins. Et là, pareil. Sauf que il y a 1 an et demi, l'Ukraine était dans un mauvais état, mais pas dans un état désespéré. Et là, c'est le cas. Donc, il y a de quoi s'inquiéter. Alors,
outre les articles que vous avez vus, il y a aussi les 12 attaques MS qui ont été envoyées sur le pont de Crimée et qui ont tous été arrêtés. Voilà, c'est plein de petits signes comme ça qui vous montrent que l'Ukraine, là, maintenant, est en train de tout lancer, là. Et ça, malheureusement, cela montre, tous les signes montrent que l'Ukraine va tout tenter, là, le tout pour le tout. Nous verrons bien. Voilà, et j'arrête là. Donc là, maintenant, ma conclusion va être suivie de la carte militaire. Alors, voici la carte militaire. Là, cette semaine a été particulièrement riche. On va commencer par le sud, comme d'habitude. Donc, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, le pont de Kerch a été attaqué donc, par 12 attaques MS, mais aussi par 5 drones navals. Donc, les 5 drones et les 12 attaques MS ont tous été arrêtés. Sans surprise, c'est... Toute la zone de Crimée, c'est la zone la plus fortifiée qui soit. Donc plus que n'importe où sur le front. Toute cette zone, c'est la plus fortifiée. Voilà. Alors, concernant l'oblast de Kherson, pas grand-chose à dire. Les Russes ont fait pas mal de prisonniers. Je l'ai appris que maintenant, en fait, c'est suite à toutes les prises des petites îlots par les Russes, que je vous avais dit que ça fait 2 semaines que les Russes essayent de reprendre tous les petits îlots. Ils ont fait beaucoup de prisonniers ukrainiens apparemment. Là sur la centrale d'Energonar, eh bien comme je vous l'ai dit aussi, elle a été attaquée par un drone assez gros qui a fait des dégâts somme toute mineurs. Et apparemment, ils essaieraient encore de s'emparer de la centrale d'Energodar. C'est du suicide. Ils ont fait déjà 5 tentatives répertoriées, des grosses tentatives. À chaque fois, ça a été un fiasco. À savoir, pour la petite anecdote, que la première tentative, qui était la plus puissante, avait été ordonnée par Boris Johnson lui-même. Et c'était à majorité des soldats, entre guillemets, du MI6, mélangés avec des troupes d'élite ukrainiennes. Sachant que les Russes, comment ils ont su tout cela, il y a eu un prisonnier anglais et plusieurs prisonniers ukrainiens. Évidemment, ils ont parlé, et c'est comme ça qu'on a eu tous ces détails. Dans la zone d'Ocherov, ici, rien de particulier. Ça bataille toujours très fort, bien sûr. Dans la zone là où il y a la dernière forteresse restante d'Ougledar, là, ça a vu ses dernières heures, cette forteresse. À partir de cette zone-là, ça commence à devenir sérieux, puisque les Russes ont fait énormément d'avancées. Donc là, sur Vodiane, il y a eu une avancée russe. Donc, étant donné qu'ils contrôlent la route principale qui permettait d'approvisionner Ougledar, là, Ougledar, et bien sûr, ça devient très très difficile. Les autres petites routes au nord sont régulièrement bombardées, tout comme Vodiane d'ailleurs. Hein. Donc, au niveau approvisionnement, c'est presque la fin, j'ai envie de vous dire. Donc, ils ont pas mal avancé ici, donc dans cette zone. Concernant la zone de Donetsk, l'oblast de Donetsk, là vous voyez la grande ville de Donetsk, là il y a eu un district qui a été bombardé par des obusiers César, d'où le petit pin bleu. Quand c'est bleu c'est ukrainien, quand c'est rouge c'est russe. Et là c'est des obusiers César qu'on tirait de Kourakovier. Donc comme je vous le dis chaque semaine, avant ils tiraient de cette ville-là. Et maintenant ils tirent de cette ville-là puisqu'ils ont dû reculer. Donc là, les obusiers César font beaucoup de mal. Hein. Donc comme les obusiers César peuvent pas atteindre le centre de Donetsk comme ils le faisaient avant, puisque c'est à 40 km, et malgré... tout ce qu'on peut lire dans les médias ou ailleurs, les obusiers César n'atteignent pas les 40 km. Ils sont obligés de tirer à vers 27 km.
Voilà, puisque bien sûr, pour tirer à 40 km, c'est dans des situations absolument idéales avec des excellents obus et des canons tout neufs, ce qui n'est pas le cas des canons de Koulakovier. Ça fait très 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 longtemps, à mon avis, mais ça ne reste que mon avis, qu'ils n'ont pas été maintenus. Alors, un petit peu plus au nord, on a une avancée très importante, donc Krasnohorivka, ici, donc complètement prise par les Russes, donc grosse avancée. Ici, alors grosse avancée, je dis ça parce que c'est en zone urbaine. Là ici, grosse avancée, Nevelskié, donc qui a été complètement prise, et il y a eu une grosse avancée, comme vous pouvez le voir, là vraiment majeure. Un peu plus au nord, vers le fameux endroit de Pakrovsk. C'est là où il y a eu les plus grosses avancées. Donc là, vous voyez, là, c'est les lignes de la semaine dernière, grosso modo. Et voici l'avance russe qui a été absolument énorme. Donc de Pakrovsk à la pointe de l'avancée russe, on est à environ 10 km. Je vous rappelle que Pakrovsk, c'est le second endroit le plus important du front pour les Ukrainiens, juste après Tchassivial. Voilà, donc c'était à noter, comme vous pouvez le voir, Pakrovsk est un nœud logistique absolument majeur. Une fois que Pakrovsk sera pris, bien évidemment, les Russes voudront s'emparer de Pavlovgrad, bien évidemment. Donc ça va être la prochaine étape. Il faut savoir que ça, c'est la zone là que je vous montre avec le pointeur. C'est la zone la plus peuplée. Après, ça se dépeuple beaucoup. Et après, il n'y a plus vraiment de résistance ukrainienne. Parce que tout était là. Hein. C'est pour ça que, bon, il n'y a pas des avancées de centaines de kilomètres. Parce que tout est là. Toutes les forces ukrainiennes sont là. Et elles sont envoyées principalement sur Pakrovsk et Tchassiviar, comme je vous le répète depuis des mois. Voilà. On remonte. Là, ici, grosse avancée russe. Il se dirige vers Sourna-Balka, pardon. Donc il se dirige vers là, vous voyez la pointe elle est là, donc bien évidemment ils vont s'emparer de toute cette agglomération. Vous voyez qu'il y a une grosse avancée. Pareil sur New York, il y a eu une petite avancée, mais en zone urbaine c'est important. Donc là, New York, on peut dire qu'elle est à 98% prise par les Russes. Il y aura une annonce, à mon avis, dans les jours qui viennent. Là, il y a une grosse avancée russe aussi. Vous voyez la grosse avancée par rapport à la semaine dernière. Et la fameuse zone de Toretsk. Alors pourquoi c'est entouré d'un triangle rouge? Parce que c'est une zone pareille. C'est la troisième zone la plus importante après Tchassivial et Pakrovsk. Toretsk, c'est numéro 3. Donc ça, non, ça c'était la semaine dernière. La semaine dernière, il y a eu un énorme envoi de troupes sur Toretsk. Là, il y a eu une avancée sur Pichinier. Il y a eu une avancée assez importante, comme vous pouvez le voir. Là, sur Tchassivial, qui est l'endroit le plus important du front pour l'instant. Alors, pourquoi on dit que Tchassivial est la zone la plus importante? Parce que c'est le grand verrou, le plus grand verrou, qui permet ensuite de s'emparer de Kramatorsk et de Slaviansk. Donc, c'est-à-dire les Russes vont faire comme ça. Je rappelle qu'après Tchassivial, c'est fini au niveau des défenses ukrainiennes. C'est fini, vous m'avez compris, entre guillemets. Hein, après, il n'y aura plus que des petites défenses. Donc, vous imaginez bien que les Russes vont avancer énormément. Là, sur Liman, Krasny Liman en russe, là, les flèches veut dire qu'ils veulent avancer vers là. Hein. Ça ne veut pas dire que ils sont là, ça veut dire que c'est leur intention de s'emparer de Krasny Liman. Là, sur Kupiansk, il y a eu une avancée russe, ça faisait longtemps.
Toujours pareil, hein, là c'est la flèche pour dire qu'ils veulent aller là, hein, qu'ils sont en train d'aller là. Là c'est la rivière Oskol, c'est là où ils veulent aller bien sûr. Donc il y a eu une avancée assez importante ici sur Pichnaye, et ici aussi il y a une avancée assez importante, c'est en zone urbaine donc c'est important ici. Donc je vous rappelle que les épingles rouges ce sont les avancées russes. Donc là, c'est des avancées sur Kupiansk. Donc le nord, ça faisait très très longtemps. Alors bon, sur Kharkov, il s'est pas passé grand-chose. Par contre, évidemment, je rappelle, comme ça a été dit dans les journaux, je rappelle qu'il y a eu des troupes qui ont été envoyées pour faire la grande offensive sur Kursk, qui venait de Tchassiviar et de cette zone de front. Donc voilà, c'est pour les plus importants. Je me doute qu'il y a eu des troupes de Kupiansk aussi qui ont été envoyées pour la grande offensive, et ce qui expliquerait pourquoi le déblocage russe sur Kupiansk qui n'avançait plus depuis des mois. Donc comme par hasard, au moment où il y a la grande offensive et qu'on envoie des troupes de cette zone du nord, c'est-à-dire Vovchansk-Lipsy, comme par hasard, là ça se débloque ici sur Kupiansk. Nul hasard à mon avis. Donc là c'est la zone qui veut trop rien dire parce qu'en fait les Ukrainiens s'éparpillent. Donc il n'y a pas vraiment de zone, on ne sait pas, la zone est floue là où sont les Ukrainiens en réalité. Mais en tous les cas, maintenant on peut dire que la zone est beaucoup plus petite que la semaine dernière, vu qu'il y a un massacre ukrainien ici au niveau des hommes et même au niveau des tanks, des véhicules blindés, si l'on en croit les derniers chiffres de TASS, bien sûr. Donc là, les Ukrainiens prennent très cher. Alors évidemment, beaucoup disent qu'ils veulent s'emparer de la centrale nucléaire qui est ici. Mais bon, la centrale nucléaire ici, moi j'y ai jamais cru, quoi. Les forces qui ont été envoyées sont bien trop faibles, bien trop petites, ça me semble impossible. Bon, malgré tout, les Russes ont renforcé énormément la centrale nucléaire. Ils l'ont renforcée énormément. Bon, bref, c'est absolument ridicule. Par contre, dans un geste désespéré, est-ce que l'OTAN va décider d'envoyer des attaques MS en nombre sur la centrale nucléaire de Kourgatchdov? Peut-être, peut-être, dans un acte désespéré. Est-ce qu'il y aura des attaques MS envoyées sur la centrale d'Energodar? Je ne sais pas. Ou pire des scénarios que laissent penser les Russes, c'est-à-dire une attaque de bombes sales sur la centrale d'Energodar et sur la centrale de Kursk, la centrale nucléaire de Kursk. On ne sait pas. En tous les cas, cette zone, cette grande offensive, là, moi, d'après les rapports, même ukrainiens, c'est en train de s'essouffler très 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 vite. Donc à mon avis, ça va bientôt disparaître. Alors évidemment, pour les médias, ils vont envoyer tout ce qu'ils ont, quitte à prendre, à dégarnir le front pour renforcer cette grande offensive, pour qu'elle soit encore nommée grande offensive. Mais non, c'est pas possible, puisque évidemment, le plus important, c'est quand même ce front-là, et pas ce front-là. Donc là, les commandants ukrainiens hurlent d'injustice. Pourquoi on les dégarnit ici pour une grande offensive qui ne sert strictement à rien? Eh bien, la réponse, en fait, ils la savent très bien, c'est que pour de la com, c'est le dernier baroud d'honneur. Ce n'est que mon avis, mais je pense que cela reflète la réalité. Et j'en finis là pour la carte militaire. Alors n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un commentaire. Vous pouvez aussi me faire un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et toujours, soyez curieux.